Cette vidéo est sponsorisée par Nvidia. Découvrez en description comment aller plus loin avec l'IA, plus vite avec RTX. Donc on a demandé à ces trois personnes de venir parce qu'elles ont, nous semble-t-il, trois approches un peu différentes et sans doute complémentaires, mais ça, on va voir, ils en discuteront entre eux et vous en jugerez aussi dans la salle. Peut-être que c'est Sandra qui commencera. Sandra qui est directrice de recherche et développement académique du groupe École Créative dont fait partie l'ESMA notamment, que je pense certains d'entre vous connaissent. Juste pour présenter, donc au sein de vos écoles, vous pensez que chaque étudiant doit pouvoir faire sans, avec et en hybridation avec l'IA quand c'est pertinent pour le projet. L'IA n'est pas une matière enseignée seule, mais des techniques et des méthodes intégrées dans les cours lorsque cela fait sens. Et vous avez commencé votre approche en proposant il y a 4-5 mois, si je ne dis pas de bêtises, un cycle de rencontres, l'IA entre nos mains, le lab des écoles créatives. Tout est disponible sur YouTube. Il y a 5 ou 6 conférences qui sont disponibles. Tu vas nous en parler. Jean-François Ramos, plus connu sous le nom de Chef, qui est maintenant, parce que alors peut-être que des gens le connaissaient avec d'autres casquettes, ces casquettes précédentes, mais qui est aujourd'hui directeur pédagogique de la section Cinéma Design Digital depuis septembre 2023. Donc après avoir été producteur et avoir fondé Dada Animation, qui est un studio qui fait beaucoup de veille, de recherche, de développement, etc. Donc voilà, tu avais déjà sûrement utilisé ce type d'outils déjà chez Dada, ou entièrement, en tout cas, il y a des choses qui se faisaient autour. Et il y a, je ne sais pas si Quentin est toujours là, voilà, qui est toujours là et qui nous parle aussi d'IA régulièrement, ici ou ailleurs. Et puis, la troisième personne à qui on a demandé d'intervenir, c'est Stéphane Chung, qui est le responsable d'enseignement, recherche et développement images numériques à l'INA. Alors, pardon, pour finir, excusez-moi, sur ISART, le sujet de l'IAG a commencé à être abordé il y a 2 ans, donc avant que tu n'arrives, Jeff. Et plusieurs axes ont été développés au sein de l'école pour faciliter l'acculturation des ateliers, une charte du l'IAG rédigée en 2024, donc récente, et un labo de test d'innovation qui est en cours d'élaboration. Ça, tu nous en parleras plus tard. Pardon. Pour en revenir à Stéphane, donc vous avez commencé par une phase de démystification, sont tes mots. Donc l'IA n'est pas une baguette magique, mais un outil qui peut s'avérer très utile. Et vous avez instauré maintenant l'utilisation de l'IAG dans certains des exercices, donc c'est imposé, et tu vas nous dire pourquoi. Moi j'ai compris, histoire d'apprendre à savoir l'utiliser sans la subir. Tu vas nous dire si c'est à peu près ça. Voilà, donc merci à tous les trois d'être ici, et Sandra, je te passe la parole, si tu veux bien nous expliquer votre démarche. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour l'invitation. Puis, pour reprendre ce que tu disais sur le thème même de la table ronde, formé à l'ère de l'IA, c'est une discussion que nous avions eue ensemble, et c'est vrai que le fait de dire est-ce que vous voulez intervenir et nous parler de comment vous formez à l'IA, tout de suite ça devient compliqué parce qu'en fait on forme au cinéma d'animation. Et par contre, on est à une période où l'IA, évidemment, interroge. Donc, pour qu'on puisse librement, en fait, expliquer la démarche de chacune des écoles, puisqu'on ne peut pas faire semblant que les choses n'existeraient pas. Et puis, souvent, il y a une forme d'injonction un petit peu au positionnement pour, contre, comment vous faites. Et donc, il faut pouvoir en discuter en étant voilà, complètement conscient que ça ne peut pas être simplement de se dire je suis pour une innovation et donc renouveler complètement l'ensemble des enseignements et des cours. Non, parce qu'il y a un socle qui doit être rassurant, c'est celui de l'expertise, et les étudiants doivent bénéficier de ce socle d'expertise. Par contre, il y a un contexte, des outils, des méthodologies, et celles-ci ne peuvent pas non plus être niées. Donc, comment on fait concrètement au sein des écoles pour travailler cette question de l'IA. Alors nous, on a choisi de le travailler au sein du laboratoire, ce qui permet de faire un pas de côté par rapport au cours, mais ce qui permet aussi de relier directement ce que fait le laboratoire aux enseignements. Alors comment on s'y prend ? On travaille d'abord un peu comme un observatoire, c'est-à-dire qu'on va définir un certain nombre de cas d'usage qui nous semblent intéressants dans nos filières. Et on va, à partir de ces cas d'usage, inviter à s'exprimer
différents experts qui vont être capables de faire le tour de la question, soit du point de vue vraiment professionnel, donc du studio, de la création, du point de vue du droit, pour avoir une lecture globale, mais aussi des chercheurs en informatique, des chercheurs en sciences humaines, histoire qu'une question posée puisse être envisagée sous ces différents angles, et ensuite, évidemment, de réunir la documentation qui permet à chaque enseignant et étudiants de se faire une idée en fait de l'état d'avancement de cette question précisément. Oui, juste pardon pour préciser, parce que je ne l'ai pas dit, mais ces conférences, enfin ces débats, ces échanges s'adressaient aussi bien aux étudiants qu'aux enseignants. Exactement. Et puis je vais montrer un petit peu, mais ça c'est la démarche globale du laboratoire, qui est avant tout un laboratoire pédagogique, c'est-à-dire qu'on invite vraiment à ce que la réflexion soit transférée ensuite rapidement dans des ateliers, dans des expérimentations, et ces mêmes expérimentations qui ont ensuite lieu dans des cours ou dans des workshops font l'objet d'une nouvelle analyse pour pouvoir alimenter cette documentation et continuer à réfléchir ensemble à nos pratiques à un moment particulier, avec des outils en particulier, etc. Donc voilà, 3 axes importants: l'observation, la documentation, les expérimentations, et réunis donc dans ce dispositif du laboratoire. La première action que nous avons menée, effectivement, c'est sur la question des intelligences artificielles, où on a commencé par faire un état de l'art vivant. C'est-à-dire, au lieu de convoquer la documentation et demander tout à chacun de lire les synthèses toutes brillantes de cette documentation, on s'est dit, on va travailler les questions précises qui, évidemment, interrogent chacun d'entre nous. Donc ça peut être sur le statut de l'auteur, le statut de l'œuvre, l'utilisation de tel ou tel outil, l'éthique, une pratique en particulier dans la réalisation. Enfin voilà, une question est posée. Et pour rendre cet état de l'art vivant, cette question est ensuite envisagée par 3, 4, 5 experts autour d'une table qui ont, eux, un regard particulier. Lié donc soit, je le disais tout à l'heure, au droit, aux sciences humaines, à l'informatique, à la pratique professionnelle. Donc voilà, on a réalisé ces 6 tables rondes l'année dernière, sous la thématique l'IA entre nos mains, avec l'idée quand même que oui, on avait envie de la garder entre nos mains, c'est-à-dire en faire quelque chose, il y a des choix à faire aussi, une éthique professionnelle à construire, donc c'est bien dans cette idée-là d'avoir une action directe quand on parle d'IA. Hier, je trouvais particulièrement intéressant, à un moment, il y a eu une intervention en disant « ce serait bien d'inviter les animateurs 2D aussi à fournir leurs propres travaux et à être rémunérés pour ces questions ». C'est une question fondamentale, c'est-à-dire à quel moment les créateurs arrivent à la table des négociations quand on parle de conception d'IA, à quel moment on les invite à réfléchir, à alimenter, à travailler dès le départ en fait ces questions-là. Donc c'est tous ces enjeux-là qui ont vraiment alimenté ces tables rondes. Je vous en fais juste un aperçu. Chaque table ronde, donc ça durait 2 heures, vous pouvez les consulter, les visionner sur YouTube. Donc 2 heures, c'est suffisamment de temps pour répondre à une question, mais c'est aussi un moment où ça en fait émerger un peu de nouvelles. Et là, peut-être, c'est ce qui m'intéresse assez rapidement de regarder avec vous, quelles sont, de mon point de vue, les questions qui émergeaient de la diversité des points de vue. Alors, si je prends la première table ronde qui réunissait des chercheurs en sciences humaines, un studio d'animation, une spécialiste du droit de la propriété intellectuelle, animée par Dimitri Granovski, cette première table ronde, elle a fait émerger des questions vraiment intéressantes sur la reproduction de modèles dominants. À quel moment on est capable d'intervenir pour éviter que les IA reconduisent
ces modèles un peu hégémoniques dans la représentation. Mais pas seulement dans la représentation, cette question, elle s'est aussi posée dans les choix que l'on peut faire en tant qu'entreprise, en tant qu'agence, en tant que studio, de l'intégration de l'IA à telle ou telle étape. Et que ce sont aussi des choix stratégiques et que ce sont aussi des possibilités de refus ou au contraire de pleinement l'assumer. Donc c'est aussi une façon de penser l'IA forte, l'IA faible. Voilà des questions, par exemple, qui étaient soulevées dans cette table ronde, au-delà des questions très pratiques qui n'ont pas manqué d'intervenir, surtout quand on a la présence d'une avocate, sur la question du droit, où petit à petit, on allait vers une documentation plus précise et surtout où on a instauré comme ça des points de veille que chaque étudiant et chaque enseignant peut aller consulter. C'est aussi la masse d'informations qui est difficile aujourd'hui à maîtriser. C'est-à-dire que, évidemment, on peut tous aller se renseigner sur la question du droit d'auteur, par exemple, mais où se renseigner concrètement sur un cas en particulier? Voilà, le laboratoire, il est là aussi pour flécher des endroits de veille, des endroits de documentation qu'on aura travaillé au préalable. Si je prends une autre table ronde, comme celle de Toulouse, quand on réunit un chercheur en informatique comme Nicolas Rougier de l'INRIA ou un chercheur du CNRS qui est celui qui travaille la question particulière de la culture et de l'IA, on a une discussion passionnante autour des alignements essentiels pour une éthique, l'alignement des IA, mais aussi qui questionne sur une approche assez uniformisée. Donc voilà, des questionnements qui vont aussi du côté de la table ronde à Montpellier sur l'IA comme métalangage, la capacité de l'IA vraiment à traduire une vision particulière. Est-ce que cette vision, elle est d'emblée contrainte par l'IA ou est-ce que, au contraire, ça permet de s'approcher très précisément de ce que le réalisateur avait en tête? Donc plusieurs cas exprimés à cet endroit-là, qui permettait aussi de mesurer un petit peu les opportunités, mais aussi les contraintes fortes de l'utilisation de l'IA plutôt comme outil de communication au sein des équipes de création. On a, pour finir, eu par exemple Jean-Gabriel Ganassia, qui est professeur d'informatique, philosophe, qui dirige la question éthique sur ces aspects-là au CNRS, avec notamment Béatrice Bowens, qui est directrice VFX et post-production pour MPC. C'était vraiment intéressant de les entendre parler de la surprise technologique et de voir comment eux-mêmes envisageaient le travail autour de l'hybridation des pratiques, le fait d'être en capacité de se saisir de plusieurs propositions et de construire autour d'un projet en particulier. La dernière table ronde à Rennes portait tout particulièrement sur l'intégration des créateurs au moment de la conception des IA, par exemple. Donc une fois cet état de l'art posé, on ne dit pas c'est fait, maintenant vous avez tout ce qu'il vous faut pour réfléchir à la question. On dit simplement à partir de là, il y a des questionnements qui se sont installés et qui commencent à construire aussi un peu la vie de chacun. C'est-à-dire qu'on ne ressort pas de la table ronde en ayant une vision en fait stricte. On sort d'une table ronde en se disant mais voilà, comment moi en tant qu'étudiant, moi en tant que professionnel, moi en tant que créateur, comment je suis en train de construire ma position, mon éthique professionnelle aussi en quelque sorte à l'intérieur de ces pratiques. Le deuxième pas, ensuite, pour nous, une fois que ces états de l'art sont dressés, en quelque sorte, c'est de les réunir au sein d'une documentation. Donc ça, c'est une documentation interne. Les étudiants, les enseignants y ont accès. Ça se compose de manière assez simple, comme un portail documentaire, d'une bibliothèque avec des documents de référence sur chacune des thématiques. Donc les thématiques, c'est le cadre juridique, l'évolution des métiers, la question des imaginaires et des esthétiques, et puis tout ce qui est outils et ingénierie pédagogique.
Donc voilà, une bibliothèque qui permet d'aller un petit peu plus loin sur ces questions. Une veille qui permet de faire remonter les dernières actualités, de tenir tout le monde au courant de ces actualités. Des articles plus ciblés qui vont émerger aussi des questions que l'on aura commencé à soulever à ce moment-là. Et puis des ateliers, des expérimentations. Donc j'en montre 2 là très rapidement, mais chaque enseignant va ensuite pouvoir amorcer ces expérimentations avec des protocoles d'observation aussi pour faire un retour dans la documentation du lab, mais ce qui permet concrètement aussi d'aller tester ces différentes approches. Donc voilà, le deuxième pan, l'idée de documentation et d'expérimentation. Tout ça, c'est aussi une approche qui nous permet, nous, équipe pédagogique, de réfléchir aux évolutions des compétences. Donc on a fait 2 jours de journées d'études entre enseignants et équipe pédagogique sur cette question des compétences qui évoluent en lien avec les conférences que nous avions eues, mais aussi en lien avec différents entretiens avec des professionnels. Et là, c'est vraiment un tout petit extrait où on a passé en revue cette évolution vers une approche critique, le questionnement autour de la sélection, tout ce qui est la curation, la capacité d'un étudiant à sélectionner, à choisir, à montrer. La question du langage, évidemment, le développement d'un vocabulaire, parfois un peu... formaté quand même, avec la question des IA. La question aussi du langage et du métalangage, ça c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup parce que l'IA est très souvent, en tout cas, estimée comme positive dès lors qu'il s'agit plutôt d'un outil de communication pour clarifier des concepts, des vocabulaires. Cela dit, quand on creuse un peu, on remarque que ça crée quand même un certain nombre de contraintes et que ça peut aussi venir... brider les imaginaires, pas seulement les ouvrir. Donc c'est intéressant d'aller un petit peu plus loin sur ces questions-là. La question des hybridations techniques sont aussi évoquées à ce moment-là et permettent de franchir des étapes sur l'accompagnement des étudiants. Alors là, j'ai mis très rapidement, je vais aller vite. Ouais, là, j'ai mis très rapidement le type, c'est vraiment un document de travail, le type de réflexion qu'on peut avoir dans l'équipe de recherche en se disant, sur quel projet on va travailler, qu'est-ce qui vous semble intéressant de mettre en place là par rapport à ce qui s'est dit, est-ce que vous maîtrisez, connaissez de votre environnement professionnel et environnement pédagogique. Donc voilà, c'est le type de questions sur le métalangage, sur les esthétiques, sur l'itération, type de projet que l'on met en place avec des expérimentations, des protocoles de recherche et puis ensuite une documentation. Ça, c'est une recherche que moi je mène tout particulièrement avec Alexis Venet d'ailleurs de l'école Pivot sur l'IA et les esthétiques et qu'on va présenter à l'université de Montpellier la semaine prochaine lors d'un colloque. C'est surtout pour dire que ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir jusqu'où ça va et ce que ça crée en termes de circulation d'images et d'habitudes au regard et aux différentes esthétiques. Et puis pour terminer, je vous ai mis simplement le prompt challenge qui n'est absolument pas une idée de communication. En fait, sous les allures d'une idée de communication, c'était pour montrer la difficulté finalement de restituer concrètement ce que l'on a en tête avec l'IA générative, parce que il y a cette idée d'un outil de communication, mais en fait, dès l'instant que l'image devient très complexe, notamment au niveau des émotions, eh bien pour aller au plus près de cette image-là, on est très contraint en fait, en utilisant différentes IA possibles. On est très contraint par rapport à un alignement aussi de ces IA, donc avec une impossibilité d'aller très loin dans la question, par exemple, de la violence ou de ce que peut faire ressentir ce type d'image. Et en tout cas, on a quelques éléments qui viennent lisser finalement le propos de départ ou la vision que l'on pouvait avoir au départ. Et je trouve intéressant que l'on puisse montrer ça aussi en termes d'expérimentation aux étudiants pour aller fouiller les contraintes aussi de ces IA.
Et la toute dernière chose, c'est les cahiers des ICC. On va lancer cette revue à partir donc là de la fin de l'année. Et ces cahiers des ICC, c'est vraiment un endroit que l'on veut à la fois pratique sur les industries culturelles et créatives et qui vient interroger en fait ces sujets impactant nos secteurs. Donc le premier numéro de cette revue sera bien sûr consacré à l'IA. Donc voilà pour la présentation un peu de notre démarche à l'ESMA. Merci Sandra. Jeff. Bonjour, merci pour l'invitation. Je vais essayer d'être rapide et clair. En gros, je vais aborder 3 sujets qui sont en rapport avec justement la formation autant de l'IA. D'abord, je vais vous faire une présentation rapide. En général, je ne fais pas ça, mais de mon parcours. Parce que, en fait, je suis arrivé en 97, je crois, dans l'animation. J'ai fait une école de commerce avant, donc j'ai été formé en tant que manager, on va dire. Et très vite, en fait, je me suis rendu compte que c'était intéressant d'innover, on va dire, dans le sens très large du terme, c'est ça ce que j'aime. Et donc, quand je suis arrivé chez Go Multimédia, par exemple, j'ai introduit Excel et Google, des bases de données aussi, quand j'étais assistant réalisateur. J'étais à la direction d'écriture, après j'étais assistant réalisateur. J'ai aussi, je ne vois rien sans lunettes, fait toute l'introduction de Storyboard Toon Boom, qui est devenu un outil très utilisé. On avait des versions en bêta-testing. Chez Studio Son Animation, très vite, comme je suis passé côté production, j'étais directeur de prod, je me suis rendu compte qu'on dépensait beaucoup d'argent à faire des choses qui en fait auraient pu être évitées si on avait changé les pipelines, si on avait changé un petit peu les choses. Donc on a introduit, avec l'aide notamment de Quentin, le storyboard VR qui permettait de s'immerger dans les environnements d'ID en temps réel et de pouvoir donc cadrer les choses directement en réalité virtuelle. Ensuite, j'ai créé une chaîne aussi que vous pouvez aller voir qui s'appelle Les Pitchounettes sur YouTube parce que j'étais aussi intéressé par la diversité, on va dire, des médias de diffusion qui étaient de plus en plus, enfin voilà, de YouTube, aujourd'hui TikTok, etc. 200 000 €, 90 minutes de contenu. Donc on a utilisé des tas de technologies différentes pour essayer d'y arriver et avec une équipe de jeunes diplômés et de superviseurs. Voilà, chez Dada, j'étais cofondateur. L'idée, c'était d'explorer des nouvelles technologies et de les offrir aussi à d'autres secteurs. Et aujourd'hui, à la direction pédagogique d'Isart, donc depuis 1 an et 2 mois. J'ai appris l'ingénierie pédagogique, donc j'ai dû quand même, voilà. Et puis très vite, j'ai été confronté évidemment de nouveau à l'innovation et aux IA qui ont frappé fort à notre porte. Et donc voilà comment je vais vous faire rapidement, donc très très simplement, Isart. C'est donc une école indépendante, une école privée avec 2 actionnaires. On est 60 salariés, je crois, 60 CDI. Et ce qui est important, c'est que c'est une société à mission dans laquelle, en fait, il y a des missions, je ne vais pas les détailler, parce que ce n'est pas le propos vraiment aujourd'hui. Mais il y a des choses importantes dedans qui, en fait, innervent et irriguent justement ensuite la façon dont on va penser l'innovation et l'intelligence artificielle chez Isart, notamment développer les compétences technologiques créatives et humaines, et aussi créer des passerelles entre les différents secteurs d'activité. Vous allez voir comment en fait tout ça vient irriguer ensuite la réflexion qu'on a pu avoir et que j'ai lancée. Très rapidement aussi, il y a déjà un département R&D donc chez Isart depuis des années, avec des enseignants-chercheurs, et notamment plutôt sur la partie jeux. Il faut savoir que Isart Digital, c'est à peu près, je crois, 700 élèves en jeux vidéo et 300 en cinéma d'animation, et aussi une 50aine en musique et son. Donc, il y a eu des choses qui ont déjà été faites sur le game data, les IA, l'immersion et l'impact social, et j'ai créé cette année un nouveau axe qui s'appelle Images et technologies pour venir tester des choses pour le cinéma d'animation, plus spécifiquement, mais pourquoi pas aussi d'ailleurs pour la musique et le son, parce qu'évidemment, il y a des gros sujets. Je vous montre rapidement ce qui a été fait. Donc, c'est des choses qui ont été faites avant que j'arrive, hein. Mais notamment, voilà, comment est-ce qu'on peut reconstruire des données, des crânes pour des données archéologiques, comment est-ce qu'on peut utiliser les chats GPT pour fabriquer des items en temps réel quand on est en train de jouer. Il y a une petite démo, mais voilà, donc je vais... c'est très intéressant, je vais passer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et beaucoup de choses à dire sur tout ça, évidemment. Là, par exemple, aussi, comment est-ce qu'on va impacter les gens, on va leur expliquer comment est-ce que... comment, au niveau du... Excusez-moi,
de la consommation d'eau, d'électricité, etc. Comment est-ce qu'on peut le rendre visible aux yeux des gens. Aussi là, des choses très sur la haptique et la VR. Voilà. Donc je passe, c'est des sujets quand même super intéressants. C'est pour vous dire que tout ça déjà est existant et que, une fois de plus, c'est irrigué par toute cette volonté générale chez Isart de ne pas laisser non plus l'innovation de côté, de réfléchir à tous ces sujets. Je passe, vous connaissez, il y a plein d'IA pour faire plein de choses. Isart, où est-ce qu'on se situe? Donc moi j'ai envie de dire c'est un peu normal, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas refuser ce qui se passe, ça serait un peu dingue, on se dit attends, en fait il y a des IA mais ça sert à rien, on les regarde pas, on s'en fout, on fait comme si ça n'existait pas. Se jeter la gueule dans le loup, enfin comme ça en avant en se disant ouais c'est génial, on va faire que de l'IA, je ne vois pas trop le sens, donc l'idée c'est de trouver ce juste milieu et de voir comment on peut, excusez-moi, je vais faire à l'envers, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les étudiants justement comprennent ce positionnement. D'abord, donc là je rentre dans le dur, dans les trois initiatives on va dire vraiment concrètes, une charte éthique IA qui a été mise en place plutôt en 2023. Moi, j'y ai participé. Voilà, mais elle a évolué en 2024, effectivement. Alors, elle est assez complète. Je vous ai résumé l'essentiel. On demande aux étudiants de ne pas mettre d'éléments qui sont produits par des IA génératives dans les versions finales des éléments qu'ils fabriquent. Alors, il y a quelques exceptions, excusez-moi, évidemment, comme le code, les placeholders, c'est-à-dire avoir des choses qui vont être juste pas définitives, mais pour montrer vers quoi on va, des moodboards. Ensuite, donc oui, ça c'est très important, on insiste beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, on dit aux étudiants, ok, il y a ChatGPT, c'est génial, on s'en sert tous, de toute façon, mais à un moment donné, il vaut mieux quand même essayer d'avoir l'information auprès d'un autre étudiant qui a peut-être déjà l'info, ou auprès d'un prof. Et donc, on veut vraiment favoriser l'échange entre humains, puisque c'est quand même, voilà, l'idée, c'est de se dire, est-ce que j'ai besoin ou pas d'utiliser une IA, alors qu'en fait, je pourrais m'en passer à ce moment-là. Et enfin, voilà, il faut vraiment qu'ils mentionnent systématiquement, quand ils sont servis des IA, et qu'ils conservent les prompts, et que, évidemment, les faits soient vérifiés systématiquement, et ils doivent nous l'expliquer comment, voire même le préciser à l'écrit. Voilà. Donc, cette charte, elle existe, on les forme, enfin, on leur explique régulièrement, ils y ont accès, c'est quand même déjà au moins un cadre, un périmètre à l'usage. Ensuite, un labo. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, je crois... Alors, je vais vous faire une mini-parenthèse. Moi, je pense que l'innovation, c'est génial. Mais je crois aussi que l'innovation, des fois, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ma conviction la plus profonde. Je pense qu'un stylo et du papier, ça marche parfois aussi bien que de faire un truc très compliqué. Les meilleurs budgets que j'ai pu faire dans ma vie en tant que producteur, je ne les ai pas faits sur Excel, je les ai faits sur un tableau noir ou sur une grosse feuille de A3. Parce que je crois qu'on doit se servir de l'innovation quand on en a besoin. Mais si on en a besoin, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit pertinent. Il ne faut pas le faire juste parce que tiens, c'est génial, il y a Excel, donc je vais tout faire dans Excel. Ouais, mais enfin, est-ce que tu retraites tes données? À quoi ça te sert? Pourquoi? Moi, j'ai eu plein de stagiaires en prod à qui j'expliquais, mais là, ne te sers pas d'Exel, ça ne sert à rien. Ne te sers pas non plus de Photoshop, dessine. Enfin, voilà. Et parce que c'est ma vision. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir justement à quoi ça sert. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est cette innovation? C'est quoi les IA? Comment ça marche? Comment ça rentre dans le pipe? Est-ce que c'est légal? Est-ce que ça fonctionne? À quelle étape ça peut m'aider, etc. Donc, vous l'aurez compris. Donc du coup, le labo, alors c'est un espace dédié chez Isart. Il y a des machines avec des bonnes cartes graphiques, etc. Des partenariats avec tous les studios, toutes les entreprises qui veulent tester des choses, avoir des use cases chez nous. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, vous avez envie de savoir à quoi pourrait servir tel et tel outil ou IA. On vous produisez des conventions de stage. Moi, je vais piloter tout ça. Donc, on va avoir des étudiants qui vont être sélectionnés, on va faire des entretiens, et ensuite, ils vont tout tester. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont regarder est-ce que ça marche, etc. Et donc, on va, grâce à ça aussi, à mon sens, démystifier. C'est-à-dire qu'en fait, les étudiants, en faisant ça, ils se disent finalement, les IA, finalement, c'est pas magique, ou tiens, finalement, ça peut servir dans ce cas de figure, etc. Donc, le labo, c'est un espace d'acculturation, c'est un espace de test pour créer de l'appétence, mais aussi de la compréhension, quoi. Et les résultats, en fait, c'est qu'après, ils vont expliquer voilà, est-ce que ça a marché, qu'est-ce qui marche le mieux, un benchmark, des choix, le différentiel avec l'attendu, parce qu'il y en a souvent beaucoup. Voilà, donc quelques exemples de labos à venir. Donc, on va tester tout ce qui est documentaire très bientôt, là.
avec des IA gènes. On va faire du matte painting de 2,5 pour des expériences immersives, du maquillage virtuel, du transfert de style. Bon, voilà, plein de sujets. Il y en a encore à venir. En fait, je discute avec plein de sociétés. Et donc, j'espère que ça va enrichir la formation des étudiants. Je vous montre. Je pense que vous avez tous testé les IA gènes. Moi, j'ai fait un test avec des étudiants donc il y avait Florian Delgeyer et aussi Marie de chez Scénario qui sont venus, qui ont expliqué comment ça marchait. Et on s'est rendu compte que finalement, globalement, les IA pour fabriquer des personnages, des décors, des choses comme ça, on le sait, ça augmente notre capacité créative, mais en fait, from scratch, c'est assez déroutant et décevant, quoi, assez déceptif en fait. Vous pouvez voir que des fois, par exemple, sur des pauses excessives, ça ne comprend pas, ça va faire toujours des choses assez neutres. Quand on change de saison, ça marche pas trop mal, mais des fois c'est aussi un peu n'importe quoi, etc. Mais pourquoi tout ça? Tout simplement, donc là vous avez j'ai pris des exemples de retours d'étudiants, hein, que je cite leur rapport, donc ils ont tous des rapports à faire. Vous allez voir, il y a de tout, il y a à boire et à manger. Mais ce qui est important, c'est de se dire, en fait, finalement, et on s'en doute, si on n'a pas une culture graphique solide, si on n'est pas un graphiste avec des compétences déjà acquises, si on n'a pas une vision de ce qu'on veut faire, si on ne sait pas en fait, ça ne sert à rien. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas magique. C'est pas on appuie sur un bouton puis on obtient des trucs incroyables. Voilà, ça c'était une des expériences parmi celles qu'on est en train de mettre en œuvre. Voilà. Donc vous voyez, j'ai fait quelques conclusions là. C'est pas possible de se servir des IA gènes pour créer des persos et des enviros dev. Il y a beaucoup de problèmes d'hallucination, c'est normal. Les IA, c'est une façon de probabiliste de générer de l'image ou du pixel, donc ça a des hallucinations. J'ai même des étudiants qui m'ont dit que ça avait tendance un petit peu à bousiller leur créativité. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient l'impression que, à force de voir toujours un peu le même style, le même truc, ils avaient l'impression que ça les, je sais pas comment on pourrait dire, mais ça attaquait un peu leur créativité, donc comme quoi. Mais par contre, à l'inverse, quand ils reprenaient la main et qu'ils s'en servaient comme un outil, c'est-à-dire qu'ils nourrissaient la machine avec leurs propres idées, leurs propres dessins, leur propre matériel, finalement, ils reprenaient un peu le contrôle et ça pouvait les aider, ou des fois pas. C'est ça le truc avec les IA, c'est que ça peut servir comme ça peut ne pas servir. Et voilà, donc comme je vous disais, ça dédramatise, c'est pas mal. Dernière chose. Je ne vais pas rester très longtemps dessus, mais je lance un nouveau master qui s'appelle Image Innovation. Donc vous l'aurez remarqué, il n'y a pas le mot IA dedans, donc j'insiste, les modules d'IA sont minimalistes dedans, parce que l'innovation c'est énorme, il n'y a pas que les IA, même si c'est intéressant. Et donc en gros, je vous la fais simple, l'idée c'est qu'il y a des outils. Ces outils-là, on va en faire en sorte de les mettre à disposition évidemment des étudiants, de leur donner un état d'esprit d'innovation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de, à quel moment j'ai besoin de ça, comment je le connecte dans mon pipe et comment est-ce que je vais pouvoir en produire quelque chose avec. On va aller chercher d'autres contenus, puisqu'en fait aujourd'hui on fait de l'animation surtout pour la télé, pour le cinéma, mais en fait moi pendant mon expérience chez Dada, j'ai été aussi commercial par exemple, parce que j'allais chercher du cash pour payer les salaires. Et en fait il y a des tas de secteurs qui veulent de l'animation et qui n'arrivent pas à se la payer. Donc je pense qu'avec l'innovation, on peut leur offrir ça, et avec des étudiants qui sont capables de bricoler de manière intelligente et de prototyper, de proposer des choses, on peut répondre à ces besoins-là. Et donc on peut aussi aller chercher de l'emploi dans d'autres secteurs. Ce qui en partie répond aussi au problème de nos secteurs, qui est aujourd'hui un petit peu difficile. Moi je pense que c'est important aussi de montrer qu'on peut faire de l'animation pour plein de secteurs, pour plein de gens, et que ça peut être super intéressant et super kiffant, parce qu'en fait c'est aussi une façon de proposer du contenu créatif. C'est ma dernière slide, je crois. Pas loin. Bon, je vous la fais vite, mais c'est de chez moi. Donc des projets de fin de semestre, sur lesquels on va faire des films de communication, par exemple pour TikTok, pour YouTube, peu importe. Un clip musical, j'adore l'idée. Moi, à l'époque, je regardais beaucoup les clips de MTV et c'était super créatif parce qu'ils utilisaient de nouvelles caméras, des nouvelles techno et tout, donc c'est l'idée. Des expériences muséales, par exemple, du documentaire. Tout ça va être évidemment irrigué par des modules. Je ne les ai pas tous mis parce qu'il y en a beaucoup. Je suis en train de faire toute l'ingénierie pédagogique autour de ça. Comme vous voyez, il y a aussi beaucoup de méthodes procédurales, nodales, volumétriques, parce que c'est génial, de l'open source. Voilà.
du prototypage, c'est important, savoir planifier son travail, savoir le trouver, savoir aussi à quel moment je peux me servir d'une IA parce que c'est légal ou pas, comment est-ce que je peux m'en servir dans une partie de mon travail, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'éco-prod, est-ce qu'il vaut mieux pas que j'ai mon propre modèle avec ma carte graphique, enfin, tous ces questionnements qui sont super intéressants et dont on pourrait parler pendant des heures, avec l'état d'esprit innovant, voilà, évidemment. Et en résumé, je le dis parce que je crois que surtout je veux pas qu'on se méprenne. Je ne suis pas en train de dire qu'on va pouvoir fabriquer comme ça en 2 secondes des étudiants qui sont des prototypeurs super, etc. Mais je pense qu'il faut qu'on leur donne de la culture artistique et visuelle, qu'on les forme à cet état d'esprit, à avoir toujours cette idée de fabriquer des pipelines en fonction du livrable et donc avoir une connaissance des outils existants. Voilà. Merci pour votre attention. Stéphane ? Oui, bonjour à tout le monde. Et je voulais commencer par mes remerciements pour m'avoir invité et permettre ainsi aussi à l'INA de participer à vos débats. Je pense que c'est très bien qu'on puisse revenir un petit peu plus vers l'animation. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit retour d'expérience sur nous, comment on a perçu l'arrivée de l'IA pour les enseignements. Je vais le faire plus par les choses sur lesquelles moi j'interviens. Donc je suis responsable du domaine image numérique, donc toutes les formations, enseignement supérieur, formation continue qui tournent autour de l'image. Mais en réalité, c'est quelque chose qui est partagé avec tous mes collègues dans les autres domaines. Donc aujourd'hui, on travaille sur aussi l'impact que ça a sur nos formations, aussi bien en droit, pour les médias, pour le journalisme, pour le patrimoine, en son, j'espère que je n'oublie personne, pour le travail des auteurs, pour les scénarios. Voilà. On est de tous les côtés, on voit des impacts parfois différents arriver et on travaille tous sur un petit peu les évolutions à venir dans nos formations. Je pense que de mon côté, étant sur l'image, j'étais un des plus sensibles en termes de temporalité parce que ça faisait quelques années que je regardais un petit peu ce qui se passait. Et il y a 3 ans, les évolutions sont un peu précipitées. On a eu les tout premiers outils disponibles en ligne sur l'IA générative d'images. Donc je pense comme pas mal de monde, j'ai essayé un petit peu de voir ce que ça donnait. C'était pas très concluant, mais en tout cas, le concept était quand même assez intéressant pour poursuivre ça de près. Ce que j'ai fait, et en fait, très rapidement, c'est les étudiants qui nous ont interpellés, parce qu'il y avait les premiers discours de communication de start-up et de grandes entreprises de la tech qui sont arrivés avec des discours qui font un peu peur parfois autour de l'IA. Et nous, on a des étudiants qui sont là pour se former, pour apprendre un futur métier, et qui ont commencé à entendre dans le même temps que peut-être que leur métier allait être transformé fortement, voire disparaître. Donc le questionnement, il est à ce moment-là assez fort. Donc la première fois où on a introduit des choses sur l'intelligence artificielle dans la formation, moi je l'ai fait simplement pour essayer de déminer un petit peu ces questions et essayer de dire bon, on va arrêter de juste prendre les infos qui nous arrivent par les médias sans trop les trier, et on va regarder un petit peu en quoi ça consiste, essayer de comprendre un peu, même si c'est pas notre terrain, les principes scientifiques qui sont derrière. Les premières applications concrètes, on va aller les voir, on va aller les toucher un petit peu, et à partir de là, on va essayer de faire un petit état des lieux. Donc ça a commencé comme ça, c'était il y a 3 ans. Donc là, c'est la 3e année cette année qu'on a des cours avec des thématiques IA qui sont bien installées. La première année, on a fait ce genre de choses, des tests peu concluants d'outils, et puis petit à petit, les choses ont évolué. On a commencé à avoir des choses un peu plus intéressantes qui nous arrivaient. On a commencé à tester ces outils pour voir comment ils pourraient éventuellement s'intégrer dans des workflows. Et voilà, ça a pris de l'ampleur en termes de volume horaire. Cette année, c'est devenu important dans plusieurs des années et des diplômes qui me concernent. C'est une vraie thématique, et je vais essayer de vous expliquer là maintenant pourquoi ça me semble aussi essentiel. Je vais faire un lien tout de suite par rapport à notre approche. Nous, elle est assez simple, elle part
du fait qu'on soit une école et un centre de formation professionnelle. Nos impératifs, c'est avant tout de former des gens pour leur employabilité. Donc, si on devait retenir un critère, par exemple, pour nos étudiants, c'est le taux d'insertion. C'est qu'est-ce qui se passe après nos études. Donc, on a là-dessus quelque chose d'assez simple, c'est qu'on fait de façon globale. On a un gros travail de veille par rapport à la technologie, parce qu'on est dépendant des technologies dans nos métiers. Et ce travail de veille, il est retranscrit en termes d'employabilité, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être important et qu'est-ce qui va être important dans un futur relativement proche avec les employeurs. Et donc, on essaie d'intégrer dans nos formations, au fur et à mesure, tout ce qui nous arrive et qui nous semble essentiel. Donc, on s'adapte, et ça, c'est vraiment c'est un fonctionnement très général. Ça ne concerne pas l'IA forcément, mais j'ai simplement essayé d'appliquer le même principe sur l'IA. Le problème qu'on a avec l'IA en termes de veille technologique, c'est que moi, je n'ai jamais connu quelque chose qui va aussi vite, avec des annonces aussi nombreuses et d'un jour à l'autre, en fait, qui nous demandent de se pencher sur des nouveaux sujets. Ça nous prend énormément de temps, donc ça a été quelque chose qu'il a fallu essayer d'intégrer. Et ça nous demande de répercuter ça aussi vers nos élèves. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Je pense qu'on est encore dans une phase où on essaye d'améliorer les systèmes de veille qu'on avait déjà mis en place. Je vais citer tout de suite, parce que je suis aussi ambassadeur pour Creative Machine. C'est une très belle initiative, il y a d'autres ambassadeurs dans la salle, qui nous permet justement de favoriser cette veille et cette démarche et cette meilleure compréhension de ce qui est en train de se passer autour de nous. Donc ça, au travers d'un serveur Discord, sur lequel vous avez déjà beaucoup d'éléments de veille qui peuvent être présents, et ce qui permet d'avoir beaucoup d'éléments de discussion très facilement et qui prendra un peu moins de temps à chercher. Et puis surtout un événement qui a été lancé cette année et qui continue donc en avril prochain, qui est en présentiel et qui permet aussi de se rencontrer, de s'interroger, de partager tous ces éléments-là. Cette veille, elle est vraiment essentielle. Et on essaie de la retranscrire directement. Et dans les cours, nous, aujourd'hui, si on essaie de retranscrire ces éléments de veille, on va retranscrire de l'enseignement vers les outils. Alors là, je vous en listais, en fait, tout à l'heure, en reprenant ma slide, je m'aperçois que il m'en manque beaucoup dans ce que juste on enseigne là cette année, par exemple. Parce qu'on a des choses qui sortent dans tous les sens, parce que ça bouge très vite. Et là, je vois que je ne vais même pas parler de toute la partie qui concerne les nerfs, Gaussian splatting, qui sont, où on a énormément de choses qui sont en train d'arriver. Et pour autant, ça, vous voyez, tous les outils qui sont là, finalement, ce n'est pas très important. Si je reprends, moi, sur les 3 années historiques, entre la première et la deuxième année, rien de ce qu'on avait glissé dans les premiers cours n'a pu être repris dans l'année suivante. Tout avait changé. Donc, on a déjà cette façon de voir les choses par rapport au logiciel, par exemple, de façon plus générale, en disant, bon, on forme nos élèves pour qu'ils aient des compétences, mais des compétences professionnelles qui ne sont pas liées spécifiquement à un outil, à un logiciel. Mais là, c'est encore plus vrai. C'est important d'aller voir ces outils, et c'est pour ça qu'on les introduit, nous, dans les sessions de cours, parce que ça nous donne l'opportunité d'expérimenter, de les toucher et de concrètement comprendre ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire avec. Pour autant, la liste que vous avez là, elle est amenée à bouger très vite. Nous, ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est certains de ces outils, certains éléments, certains modèles qui commencent à pouvoir s'intégrer dans des workflows existants. C'est encore un petit peu à la marge, c'est parfois, par exemple, un peu plus sur de la pré-production que sur une image def, mais on commence à avoir des outils qui ont un vrai intérêt. Ce qui ne fonctionne pas, et ce qui est assez marrant, c'est que c'est la première tentation quand on parle d'IA et quand on met ces outils entre les mains d'un peu n'importe qui, c'est de dire on va remplacer tout ce qu'on fait par de l'IA. Et ça va tout remplacer et on va voir ce qui se passe. Mais ça ne fonctionne pas. Et
honnêtement, c'est pas plus mal et j'espère que ça ne fonctionnera jamais. Mais c'est cette tentation un petit peu étrange de dire on remplace tout. Alors qu'en réalité, c'est pas ça. L'IA s'intègre, on l'a déjà dans certains de nos logiciels, hein, où vous avez beaucoup de logiciels d'éditeurs importants dans lesquels il y a déjà des outils d'intelligence artificielle qui sont présents. On va en avoir de plus en plus. Vous en avez dans vos smartphones, vous en avez dans votre voiture, enfin tout autour de vous. En fait, ces technologies font leur apparition. Et donc, c'est de cette façon-là qu'on va intégrer petit à petit les choses dans nos workflows. Nous, ce qu'on cherche à avoir, c'est des élèves qui, au final, savent déjà à ce jour ce qu'ils peuvent utiliser, ce qu'ils peuvent intégrer et ce qui peut être intéressant et qui font déjà ce premier tri. Donc ça, c'est la première, je dirais que c'est la première partie de la démarche, qui est une démarche un peu outil, un peu basique peut-être, mais qui nous permet d'amorcer les choses et d'expérimenter, et ça, je pense que c'est vraiment important. Alors, je vais me permettre de, c'est même pas une digression, mais de prendre le problème légèrement autrement. Là, ce que je vous affiche, c'est quelque chose qui n'est pas lié directement à notre secteur, à nos outils. C'est quelque chose qui est repris d'un dirigeant d'une grande entreprise d'intelligence artificielle, en l'occurrence OpenAI, et c'est leur vision des niveaux de développement de l'IA. Pourquoi je vous montre ça? C'est pour vous donner un peu de contexte. Ce n'est pas forcément une vérité. Ces niveaux de développement, ils sont remis en question, ils sont même pensés complètement différents par d'autres scientifiques, d'autres acteurs. Néanmoins, qu'une entreprise aussi importante dans cet écosystème aujourd'hui ait cette réflexion, je pense que c'est intéressant de vous la livrer. Ce sont un petit peu les niveaux de l'intelligence artificielle et ça permet de voir un petit peu où on en est. Le premier niveau des chatbots, vous le connaissez bien, ça a été l'arrivée de ChatGPT, alors surtout sur les versions 3 qu'on a bien connues au tout début, avec un système de questions-réponses assez basique. Ce qu'ils appellent eux le niveau 2, donc des raisonneurs, c'est ce qui est en train d'arriver en ce moment et qui a une question qui est posée, on n'a pas une réponse simple, mais une tentative de raisonnement, c'est-à-dire des différentes phases qui vont se poser pour aboutir à un résultat plus intéressant. Un niveau 3 autour des agents. Alors déjà là, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait réel parce qu'en réalité, le niveau 2 des raisonneurs, il ne fonctionne pas vraiment pour l'instant. Et sur les agents, depuis quelques mois, il y a des choses qui fonctionnent de mieux en mieux. Les agents, c'est un système d'action autonome, donc des actions qui peuvent être différenciées à partir d'une première demande. C'est beaucoup plus puissant parce que ça va nous permettre d'enchaîner des actions sans qu'il y ait d'intervention forcément humaine sur les différentes phases. C'est des choses qui aujourd'hui, je citerai des outils par exemple pour du développement de sites web, d'applications web qui permettent finalement en combinant différents types d'agents d'être très efficaces sur différents paramètres, aussi bien du code que la création du design graphique, des images, etc. Ça, c'est en train de se développer, c'est en train d'avancer relativement bien. On a un niveau 4 des innovateurs et un niveau 5 des organisations avec des systèmes de gestion autonome. Et là, on aboutit à un concept, ça reste un concept pour l'instant, d'une IA générale. C'est-à-dire quelque chose de suffisamment autonome pour que cette innovation soit peut-être une des dernières innovations humaines. C'est-à-dire que l'IA elle-même pourrait générer d'autres choses de façon autonome. Et c'est là où généralement, ça commence à faire un peu peur. Et pourquoi je vous montre ça? Je reprends l'idée tout à l'heure. C'est parce que si aujourd'hui on se situe quelque part dans les niveaux 2 ou 3, la question qui va se poser clairement, c'est à quelle échéance on arrive à ce niveau 5 et qu'est-ce qui va se passer? Si on prend juste des impacts métiers pour nous, c'est assez énorme. Si on le prend de façon un peu plus large dans nos sociétés, c'est encore plus troublant et on peut se poser encore plus de questions. À quelle échéance ça se situe? Les réponses sont différentes selon à qui vous allez demander. Si vous demandez à Sam Altman, c'est 5 à 10 ans. D'autres approches parlent plutôt de 50 ans. Je préfère la réponse à 50 ans parce que ça nous laisse un peu plus de chance pour que des pouvoirs publics et des législations se mettent en place et encadrent un petit peu tout ça, parce que pour l'instant, on n'y est pas. Mais ce qui est important, en fait, dans cette partie-là, et c'est pour ça que nous on forme sur les outils finalement. C'est pas pour l'outil en lui-même, c'est pour la compréhension de ce qu'est l'intelligence artificielle, de comment ça évolue
et de comment nos élèves doivent se préparer aussi à des mutations futures. Quel que soit le rythme dans lequel ça va évoluer, quelle que soit la législation qui va encadrer tout ça, parce qu'il y en aura forcément, et parce qu'on se pose beaucoup de questions en ce moment là-dessus, et beaucoup de gens y travaillent. Au sein de l'INA, on a, imaginez bien, des réflexions assez avancées autour des droits d'auteur, de la gestion des droits et de l'encadrement légal. C'est des choses qui arrivent forcément avec des approches qui sont différentes. On parle beaucoup de deux grosses tendances qui sont les accélérationnistes et les doomers, donc des gens qui ne vont être que emballés technologiquement par les nouveautés de l'IA, ou d'autres qui vont avoir un peu peur quand même de ce qui pourrait nous arriver. Je pense que, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, il faut vraiment qu'on se situe entre les deux. Et on ne peut pas ignorer les nouveautés technologiques et les nouveaux outils qui arrivent et qui vont transformer des métiers, certains plus que d'autres. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a certains métiers qui ne seront pas du tout touchés, mais d'autres, très franchement, très impactés. Nos étudiants ont besoin d'être préparés à ça et de savoir comment se positionner et comment se préparer dans un avenir relativement proche quand même à ces évolutions. En même temps, il faut qu'on travaille sur une certaine forme de conscience, un enjeu d'éducation aussi, et je pense que c'est une responsabilité pour nous dans notre travail. Et moi, je veux insister sur cette partie-là. Stéphane, voilà. Il nous reste très peu de temps si on veut laisser la place à une ou deux questions. J'aimerais vraiment insister sur cette partie-là, sur la responsabilité qu'on va avoir. Alors, peut-être que je veux la mettre plus en avant parce qu'on est aussi public et que c'est peut-être, pour moi, peut-être encore plus un devoir. Mais je pense que c'est important pour tout le monde aujourd'hui. Il faut permettre à nos élèves, mais aux gens qu'on a en formation continue aussi aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui est difficile d'accès, qui est assez abrupt, qui est compliqué en termes de veille, permettre de comprendre. Et pour comprendre, il faut tester, il faut expérimenter, il faut essayer de mettre en application, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et voir un petit peu comment ça va évoluer, et essayer d'anticiper ces évolutions à l'échelle des outils, mais aussi à l'échelle des métiers et des transformations, finalement, de notre quotidien. Merci beaucoup. Il nous reste du temps pour une ou deux questions. Bonjour, Cléa Gonnet de Praxinos. Merci. On développe un logiciel d'animation 2D temps réel. Et du coup, c'est intéressant l'IA, mais aussi ça pose des questions de besoin. En fait, quel est le besoin? Vous formez, ce que vous proposez, c'est des formations en amont d'un besoin. Tu t'adresses à qui, Cléa? Aux trois, parce que oui, pour moi, il y a trois propositions différentes par rapport à l'IA, d'une approche. Mais une approche par rapport à quoi exactement? C'est en fait une peur, un besoin de préciser. C'est quel est le besoin que vous définissez par rapport aux compétences que vous essayez de donner à vos apprenants? Peut-être un peu. C'est une façon compliquée de poser la question, mais. Donc pourquoi on le traite dans la formation? Oui, est-ce qu'il y a des studios qui vous font la demande spécifique d'avoir des gens experts en IA en sortant d'école? Est-ce que compliqué. Bon, déjà, je pense que les étudiants ont une inquiétude qui se posent des questions. Je veux dire, ils voient l'actualité. Donc déjà, de toute façon, il faut leur donner une réponse, il faut qu'on leur dise comment on se positionne. Donc déjà, c'est une première chose. Ça me semble important. Enfin, je veux dire, en plus, on en a parlé tout à l'heure, mais j'ai un truc, moi, qui n'arrête pas de me revenir, c'est que, et depuis que je suis chez Isart, c'est que quand on est dans une école et qu'on forme 40 étudiants qui sortent tous les ans, qui vont sur le marché de l'emploi et que c'est pas sûr qu'ils trouvent de l'emploi, en fait, on est angoissé. Le stress, il est dans ce sens-là aussi. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'essayer de leur trouver déjà une façon de leur montrer comment ça marche, de les désangoisser, de leur expliquer. Et après, essayer aussi de trouver des idées pour les armer et leur dire, bon, ben, on peut aussi, peut-être, grâce à des nouvelles compétences que tu vas acquérir, des nouveaux outils, dont les IA, pouvoir aller chercher du travail dans d'autres secteurs, peut-être te positionner différemment des autres étudiants. Voilà, c'est ça aussi. Enfin, en gros, c'est l'idée, quoi. Ouais, juste un petit complément sur parce qu'on a, je pense qu'on a un peu expliqué sur le côté effectivement démystifier, faire comprendre, anticiper aussi des évolutions qui vont pour nos étudiants, par exemple, être dans en termes de temporalité dans leur vie future professionnelle. C'est-à-dire qu'on sait que ces choses arrivent. Au-delà de ça, alors moi, je suis principalement en Olina, on va intervenir en dehors du secteur d'animation, on est sur un spectre beaucoup plus large. Très concrètement, aujourd'hui en motion design, j'ai des étudiants en alternance
dont l'intitulé de poste est AI Artist. Okay. J'ai des demandes d'entreprises auxquelles je n'ai pas pu répondre cette année parce que je n'avais pas suffisamment d'étudiants pour ça, sur de la R&D, sur l'IA et commencer à intégrer les choses dans les workflows. Donc oui, c'est très concret déjà à l'heure actuelle. Donc je pense qu'il y a, nous, le besoin qu'on ressent, c'est la demande des entreprises et il est déjà présent. Et ce n'est pas forcément le cas dans l'animation. Je sais parce que nous, on travaille plus sur le motion design. Je travaille beaucoup en partenariat aussi avec l'école Méliès. Donc je connais bien ce qui se passe dans l'animation. Et c'est un peu différent. On n'a pas les mêmes, il n'y a pas les mêmes attentes. On n'a pas non plus exactement, on n'a pas les mêmes publics non plus. Donc les choses sont pas forcément pareilles partout. Mais si on prend de façon un peu plus globale, nous, sur un secteur audiovisuel et cinéma, oui, les choses sont en train déjà de bouger. Sandra. Je ne vais pas rajouter grand-chose parce que ça correspond, mais je trouve super cette question. Tout à l'heure, je crois que c'est Jean Condé qui disait que oui, il faudra se poser la question si vraiment on en a besoin et qu'il ne s'agit pas juste de former pour former. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça change certaines méthodologies, mais c'est vrai pour nous au quotidien. Enfin, moi, je vois bien, j'utilise Notebook LM tout le temps. Et je pense que je vais à une vitesse aujourd'hui pour produire des synthèses, des confs, etc. Voilà. Donc je pense qu'en termes de méthodologie, tu parlais tout à l'heure de documenter sa pratique, la transparence, le fait d'être capable de restituer ce que j'ai utilisé pour mon projet, pourquoi je l'ai utilisé. Il n'y a pas que la question de l'outil en soi, dont tu parlais aussi, mais il y a vraiment tout ce que ça va impliquer en termes de méthodologie et qui va quand même nécessiter un accompagnement de la part des écoles, je crois. Merci encore, merci Claire. Toi, tu as fait ATI, hein, juste pour situer. Voilà. Ben, merci beaucoup.